au point que cette transformation va jusqu'à l'idée de transcender l'humain et de créer des transhumains, c'est-à-dire de passer, de faire un saut d'espèce. Ils en parlent comme cela, c'est-à-dire de passer de Homo sapiens à un transhumain, un nouvel humain, un plus qu'humain. Le transhumain sera certainement un moins qu'humain et non pas un surhumain. Si on prend une manière de voir les choses nietzschéenne un peu. Et c'est là-dessus qu'ils se trompent aussi, même s'ils ne se trompent pas forcément, parce que ça se trouve, ça fait partie de leur plan. Pardon, pour revenir à l'idée des présupposés dont je parlais, c'est le présupposé que il serait possible, à un moment donné, d'abolir la souffrance humaine. Et bah, ça c'est une illusion totale. C'est-à-dire que si on regarde l'histoire humaine, en fait, à chaque fois, on a eu des avancées techniques, politiques, sociales, philosophiques et autres, qui prétendaient pouvoir amener en fait la solution à la souffrance humaine. Et puis en fait, on a créé d'autres problèmes. Bienvenue pour cette conférence de l'Institut de santé et sagesse intégrale. La conférence de ce soir est intitulée Transhumanisme contre bioconservatisme, transcender notre nature ou préserver notre essence. D'abord, je vais vous représenter à nouveau l'Institut de santé et sagesse intégrale. Il s'agit donc d'un institut que j'ai créé en 2023, fin 2022, début 2023, qui a pour objectif de faire le lien entre la santé et la spiritualité. Un lien qui a été distendu avec le temps en Occident, alors qu'il est encore très vivant dans les philosophies et sagesses orientales. Et l'idée est de revenir et de recréer ce lien qui existait autrefois chez les Grecs antiques. Et d'ailleurs, nous aurons l'occasion d'en parler lors de la prochaine conférence du mois d'avril. Je vous en reparlerai à la fin de notre conférence ce soir. Je m'appelle Éric Le Gall, je suis enseignant de méditation, coach et aussi praticien de naturopathie. Et je propose tous les mois ces conférences gratuites qui visent eh bien, à réfléchir sur un certain nombre de problématiques ont le lien entre la santé, la spiritualité, la sagesse, la philosophie, le monde que l'on vit d'une certaine manière et les impacts que cela peut avoir sur notre vie. Alors, le thème de ce soir, transhumanisme et bioconservatisme, j'avais envie de parler de cela parce que, ben, effectivement, on en parle comme si c'était une évidence que les intelligences artificielles, les biotechnologies devaient se développer, et on ne vous parle jamais en fait du fond philosophique et de la réflexion profonde sur l'avenir de nos sociétés et les impacts que cela aura. Et mon idée ce soir était de parler de ces deux tendances. On est comme à la croisée des chemins. Le transhumanisme d'un côté, et je vais définir de quoi il s'agit, et sa volonté en fait de recréer l'homme d'une autre manière, de transcender l'humain. C'est le sous-titre de cette conférence ce soir. Et le bioconservatisme qui est son pendant, son opposé, son contraire, qui se place face à lui et qui est une vision totalement différente du monde. Et je vais vous présenter de quoi il s'agit. Alors, le transhumanisme, on en parle, mais on n'explique jamais réellement de quoi il s'agit. Et en fait, c'est une vision de l'évolution humaine qui vise à apporter encore plus demain à faire évoluer l'homme encore davantage dans la théorie de l'évolution. En fait, quelle est son origine? L'origine vient de la vieille quête de l'homme nouveau,
qui est rendu possible par les innovations et la technologie actuelle. Et on voit que la technologie avance à grands pas, beaucoup plus vite que nous ne l'eussions pensé il y a ne serait-ce que 25 ou 30 ans, et ça commence déjà à avoir des impacts. Alors, il faut revenir pour réfléchir à ce qu'est le transhumanisme, à l'histoire. Et moi, je fais remonter le transhumanisme, j'ai choisi cela, à Charles Darwin et à sa théorie sur l'origine des espèces. Donc, Charles Darwin, milieu du 19e siècle, qui, sur des recherches en biologie, en études des animaux et aussi des fossiles, définit que finalement il y a une forme d'évolution et que il y a une loi fondamentale qui explique comment les espèces évoluent dans le temps et affinent ou changent leur caractère. Et là-dessus a été définie une théorie de l'évolution qui n'est pas tout à fait la théorie de Charles Darwin à la base. C'est l'idée qu'en fait, eh bien, les espèces évoluent constamment. Et notamment que l'humanité et l'homme n'a cessé d'évoluer depuis son apparition il y a des millions d'années et qu'il évolue encore. Même dans la théorie de l'évolution, on voit émerger l'idée que l'homme serait le chaînon ultime de cette évolution, puisqu'on viendrait d'organismes monocellulaires qui auraient progressivement évolué pour arriver à l'humanité telle qu'on la connaît, et notamment si vous réfléchissez au développement de l'esprit, au développement des capacités cognitives particulières de l'homme, eh bien, il y a aussi une vision dans la théorie de l'évolution de l'homme comme l'ultime maillon, celui qui est le plus avancé. Mais laissons ça de côté pour le moment. Et l'idée, en fait, qui va se greffer sur cette théorie de l'évolution, c'est l'idée que l'homme pourrait encore évoluer, pourrait continuer encore son évolution. Et vont émerger deux courants à l'époque qui vont se greffer, qui vont s'inspirer des théories de Charles Darwin, ou en tout cas ce que l'on en a fait, qui sont l'eugénisme d'un côté et le darwinisme social de l'autre. Alors l'eugénisme, il faut revenir un peu à l'étymologie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un préfixe qui veut dire bon, et génisme, en fait, c'est donc la bonne génétique. Comment on fait pour avoir une bonne génétique? Comment on fait pour sélectionner les bons gènes? Et donc l'eugénisme, c'est une pratique qui va être appelée même d'hygiène sociale, qui vise à progressivement sélectionner les individus selon ce qu'ils peuvent apporter à l'espèce en vue de son évolution. La deuxième branche, je vais revenir sur l'eugénisme et ce que ça a donné. La deuxième branche, c'est le darwinisme social. Le darwinisme social, c'est le pendant en fait de l'eugénisme, mais à un niveau d'organisation de la société. Et un des aspects de la théorie de Charles Darwin, c'est de considérer que la sélection qui engendre l'évolution, eh bien, elle est basée sur deux principes qu'on va appeler la lutte pour la vie, la lutte pour la survie, struggle for life en anglais, et la survie du plus apte. Et l'idée du darwinisme social, c'est de dire, eh bien, dans la société également, il est important de pouvoir sélectionner les individus qui sont les plus aptes à faire avancer la société et éliminer ceux qui deviendraient un poids mort pour la société et qui deviendraient en fait problématiques. Tout cela, en fait, il est important de comprendre que derrière ces théories, il y a un arrière-fond, un arrière-plan, qui est l'émergence au milieu du XVIIIe siècle de la société industrielle. Et la société industrielle génère des bouleversements très importants qui bouleversent totalement l'homme, son environnement, sa manière de se relier au monde et son fonctionnement social, crée de nouveaux rapports qui n'existaient pas précédemment, le rapport au travail, le rapport à la vie, le rapport à la société, le rapport à la production, etc., etc., qui, avant, dans une société pré-industrielle, en fait, n'existe pas. Le darwinisme social, en fait, et l'eugénisme, il y a quand même derrière l'idée de sélectionner des hommes, non pas pour devenir simplement des hommes meilleurs,
mais sélectionner des hommes qui deviendront des meilleures machines productives pour l'industrie naissante. Donc tout ça survit, se développe bien à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Puis il y a un premier choc, et ce premier choc, c'est la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale ramène un peu en arrière, je dirais, la considération du rapport de l'homme à ces machines, et du rapport de l'homme à lui-même, et du rapport de l'homme au progrès. Le progrès industriel, qui jusqu'à la Première Guerre mondiale était vu comme un bienfait, on s'aperçoit que l'industrialisation ramenée à la guerre, et quand ça devient une industrie de mort, génère en fait de gros problèmes, notamment des millions de morts dans les tranchées. Et donc, il va y avoir une mutation. Et cette mutation de l'eugénisme et du darwinisme social ne va pas être une mutation qui va complètement transformer les choses, mais il va y avoir comme une manière de le redesigner, de le remettre en forme, de remettre en forme ces deux théories qui vont émerger avec l'idée qu'il est nécessaire de faire advenir un homme nouveau. Et ça, on va le retrouver dans les grandes idéologies qui émergent à la sortie de la Première Guerre mondiale. Ces grandes idéologies, il y en a trois, dans l'ordre chronologique: le communisme, le fascisme et le nazisme. Dans le communisme et dans le fascisme, l'idée, en fait, est de créer un homme nouveau, qui va être un homme qui va être pleinement capable, parce qu'on l'aura refait, de se fondre dans une société nouvelle, dans une société idéale, qui serait l'idéal communiste ou l'idéal fasciste. Et donc, l'idée n'est pas d'adapter la société à l'homme et à ses qualités, mais d'adapter l'homme à la société qu'on veut voir advenir. Et ça, c'est quelque chose qui est radicalement nouveau dans la manière d'envisager la politique à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est en cela que ce sont des idéologies totalitaires, puisqu'il ne s'agit pas seulement de générer un système politique, non, il s'agit de faire advenir un homme nouveau. Le nazisme vient après dans les années 30, et dans le nazisme, il y a une petite différence, c'est-à-dire que le communisme et le fascisme réinterprètent le darwinisme social de manière importante, même s'ils vont aussi avoir des politiques eugénistes très interventionnistes. Et le nazisme, lui, va mettre l'accent non pas sur le darwinisme social, mais sur le darwinisme de la race, et sur le principe, en fait, de la sélection des bonnes races, de la race supérieure, qui était la race aryenne. Et c'est là qu'on est les deux pieds dans la modernité, si vous voulez. La modernité, on va dire, social-darwinienne. Et ça, j'y insiste beaucoup dans le livre. Les nazis sont des socio-darwinistes convaincus. C'est un petit peu les premiers de la classe dans cette classe occidentale européenne du darwinisme social. D'autant plus qu'à leurs yeux, la Grande Guerre a confirmé les intuitions des darwinistes sociaux. Tout est guerre, permanent. Bien. Eux, ils s'inscrivent pleinement là-dedans. Et au fond, ce que disent les nazis, ils disent aux Britanniques, ils disent aux Français, ils disent aux Américains, vous nous faites la leçon parce que nous serions racistes, mais vous l'êtes, hein, vous êtes possesseurs d'empires coloniaux et nous non. Vous nous accusez d'être antisémites, bah, vous l'êtes aussi. D'être impérialiste, vous l'êtes aussi. D'être capitaliste, vous l'êtes aussi. Au fond, nous, ce que nous faisons, disent les nazis, c'est que nous faisons la même chose que vous, mais beaucoup mieux que vous. Beaucoup mieux que vous, en poussant les choses à leur terme. Eh bien, pour le darwinisme social, pour l'eugénisme, c'est exactement la même chose. Ils s'inscrivent pleinement dans ce monde de combat. Et dans ce monde de combat, il y a une valeur cardinale qui détermine, si vous voulez, le droit à l'existence de l'être, c'est la performance, la productivité, la rentabilité. Tout cela va proliférer et on va voir concrètement qu'est-ce que c'est qu'une société eugéniste, avec les moyens technologiques de l'époque. Qu'est-ce que c'est qu'une société du darwinisme social? Et on a eu, je dirais, une forme d'illusion qui a été de croire qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec l'effondrement des deux systèmes nazis et fascistes, le communiste, on va le mettre à part pour le moment, il y avait eu, en tout cas pour l'Occident, la mort de ce type d'idéologie, la mort de l'eugénisme. Quelque part que l'eugénisme, j'avais écrit ça un jour dans un post, était mort dans le bunker d'Adolf Hitler en fin avril, début mai 1945. Et en fait, eh bien, il n'en est rien. Et c'est ça qui est très important à comprendre. C'est-à-dire qu'en réalité, le mouvement eugéniste et le mouvement du darwinisme social continuent, mais sous d'autres formes. Ils vont complètement se réinventer.
mais très rapidement en réalité. Dès 1947, à New York, il y a un cycle de conférences qui sont les conférences Macy, qui se mettent en place. Et ces conférences Macy vont donner naissance à un mouvement qu'on appelle la cybernétique. Et il est important de comprendre ce que c'est que la cybernétique, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que la cybernétique, c'est de la domotique, c'est des choses pour la production de robots, etc. Mais en fait, la cybernétique, c'est avant tout une doctrine sociale, une doctrine politique même. Cybernétique, ça vient du mot grec Kubernetes. Kubernetes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le gouvernail. La cybernétique, c'est l'idée de faire advenir une science du bon gouvernement. Une science qui permettrait de définir les critères et les manières de faire en sorte que les citoyens d'une société, d'un pays, d'un État, d'une nation, peu importe la taille, ou d'une organisation, peu importe la taille de cette communauté humaine, agissent dans le sens qui est le meilleur pour la société ou qui est le meilleur pour le pouvoir de cette société, sans qu'ils se rendent compte finalement qu'il est gouverné, pour éviter, en réalité, et c'est ça la finalité de la cybernétique, qui n'est pas toujours dite, mais qui est une réalité, pour éviter qu'il y ait des résistances, qu'il y ait une volonté de faire autre chose, qui est une volonté humaine d'aller dans un autre sens que le sens qui est proposé par le pouvoir, par la gouvernance. La cybernétique fait naître un nouveau concept, qui est le concept de gouvernance. Alors comme ça, on pourrait se dire, mais c'est très éloigné du transhumanisme. Mais en fait, il n'en est rien. Parce que la cybernétique, ça va donner les cyborgs. Cybernétique organisms, des organismes de cybernétique. C'est quelque chose qui est à comprendre ici, il y a un lien. Et en effet, la cybernétique va être féconde parce que ce mouvement va donner deux branches, deux nouvelles tendances qui vont émerger sur ce principe, qui sont d'un côté les neurosciences, les études en neurosciences naissent à ce moment-là dans les années 50. La réflexion en fait sur comment fonctionne le cerveau humain et comment se prennent les décisions dans le cerveau humain, qu'est-ce que c'est que la conscience, etc., avec toutes les dimensions des neurosciences, et de l'autre côté, le transhumanisme. C'est là qu'on rattache les wagons avec les fameux cyborgs. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre au niveau intérieur de l'homme grâce à ce qu'on apprend dans les neurosciences, au niveau le plus interne possible, pour faire advenir des hommes qui soient facilement gouvernables. Parce que un des aspects du transhumanisme, un des objectifs toujours cachés, sauf peut-être Klaus Schwab qui le dit de manière plus ouverte, c'est toujours de pouvoir avoir la main mise sur les sociétés humaines et pouvoir contrôler les hommes comme on contrôlerait des machines. La cybernétique, c'est le principe, j'appuie sur un bouton, j'obtiens une réponse. Comme on le fait sur une machine. J'appuie sur un bouton sur mon ordinateur, j'obtiens une réponse. Et le principe de la cybernétique, on va retrouver dans l'Institut de Tavistock, dans les recherches MKUltra aux États-Unis, dans les années 50-60, dans l'école de Palo Alto, dans la société Fabienne, et j'y reviendrai aussi parce qu'il y a des liens entre la Fabienne Society anglaise et le transhumanisme, et vous verrez qu'il y a des noms qui diront quelque chose à votre oreille. L'idée, en fait, c'est qu'on puisse appuyer sur des boutons humains et avoir une réponse préétablie, attendue, sans qu'il y ait de résistance ou quoi que ce soit. Et c'est là qu'on retrouve ce qui va donner, ce qui va émerger dans les années, au début des années 2000, la théorie du nudge, la théorie des biais cognitifs et comment on fait pour les rectifier. Et c'est l'idée, en fait, de la manipulation dans toutes ces dimensions, y compris des manipulations extrêmement subtiles, pour faire que les personnes répondent socialement à des impulsions, à des stimuli sociaux, et une réponse attendue, voulue, qui correspondent en fait à ce qui serait bien pour la société, pour le pouvoir ou autre.
Il faut parler de la société fabienne. Donc, les grands organismes qui travaillent là-dedans, donc l'Institut Tavistock en Angleterre, qui était un hôpital psychiatrique qui, au départ, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, était spécialisé dans les chocs post-traumatiques des soldats qui revenaient du front et qui avaient été gravement blessés psychologiquement par ce qu'ils avaient vu, et qui progressivement en fait va entrer dans les neurosciences et va utiliser en fait ces personnes pour étudier en fait d'où viennent ces chocs post-traumatiques, et après qui va aller chercher en fait comment on peut essayer par des techniques sociales, par des techniques chimiques et autres, d'influencer la conscience humaine. Le projet MK Ultra, c'est un projet de la CIA aux États-Unis et qui visait, en droguant des gens ou en les mettant sous hypnose, à voir en fait quelles étaient leurs réactions. Pendant des années, la CIA a mené des expériences secrètes pour manipuler le cerveau humain avec du LSD. Voici l'histoire du projet MK Ultra. Des centaines de kilos de champignons hallucinogènes ont été utilisés pour obliger des sujets à révéler leurs secrets les plus intimes. MK Ultra, un vrai titre de roman d'espionnage. Et à obtenir, donc il le faisait principalement avec des soldats américains, à obtenir des réponses automatiques. Comment on faisait, et c'était un des principes du MK Ultra, pour que la conscience humaine du fait de donner la mort à un autre humain puisse être surpassée, et donc créer des machines à tuer. C'était l'objectif du MK Ultra. Ça va donner des personnes à gros problèmes. Par exemple, on en reparlera, mais Ted Kaczynski, une bomber, qui a tué un certain nombre de personnes à la fin, dans les années 95, aux États-Unis. Quand il était jeune, il faisait partie a été un des cobayes du programme MK Ultra, ce qui a certainement eu un impact non négligeable sur son psychisme. Mais on verra que c'est quelqu'un qui a un parcours néanmoins intéressant. L'école de Palo Alto qui va donner toute la dimension du coaching, toute la dimension de la systémique. Comment on fait pour créer des systèmes de gouvernance qui permettent que les hommes, ou des systèmes de coaching ou d'accompagnement, pour faire en sorte que les hommes puissent agir de la manière que l'on attend d'eux, sans qu'ils aient l'impression qu'on les force. Voilà, ça, c'est tout ça, le système de Palo Alto, et on retrouve des noms comme Bateson, etc. La société fabienne en Angleterre, c'est une société ultra select qui est née à la London School of Economics et qui a une vision particulière du socialisme, puisque c'est une idée, pour résumer, le socialisme pour les riches et l'ultralibéralisme pour les pauvres. Et dedans, en fait, une des figures de la société fabienne, la Fabian Society anglaise, est Julian Huxley. Et Julian Huxley, ce n'est personne d'autre que le frère de Aldous Huxley. Et le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, en fait, est certainement né de discussions qu'il a entendues dans sa famille entre Julian Huxley, son père, lui-même, etc. Donc, ce livre n'est pas de la science-fiction. Ce livre, en fait, reflète la vision de la société fabienne, la vision de l'homme par la société fabienne. C'est-à-dire de faire en sorte de gérer la masse humaine par le soma, par des drogues psychédéliques qui permettent de contrôler cette masse humaine, et de le faire non pas sous forme d'une tyrannie forte, mais sous forme d'une dictature du bonheur, une dictature douce, une dictature de la manipulation par le bien-être. Et tout ça, ce sont des choses qui sont pas importantes. Il faut savoir que Julian Huxley, en plus, et toute la famille Huxley est une famille qui est à l'origine du mouvement eugéniste anglais dès le 19e siècle. Alors, ce qui va se passer, donc tout ça, il y a un fourmillement, mais ça reste quand même des choses qui se passent dans des cadres et dans des contextes extrêmement restreints. Ce sont des petites sociétés, ce sont des petits organismes, mais il va y avoir quelque chose de nouveau qui va advenir, c'est à la fin des années 90, au début des années 2000, des avancées technologiques considérables. Tout d'abord, il y a le séquençage de l'ADN au début des années 2000. Ensuite, la création de l'IRM. L'IRM, c'est quelque chose, on ne se rend pas compte en fait à quel point c'est une révolution.
Ça permet en fait de pouvoir isoler les stimuli dans le cerveau et de commencer à comprendre qu'est-ce qui stimule quoi, qu'est-ce qui génère quoi dans la conscience humaine. Voilà, ça, c'est un outil qui est fondamental. S'il n'y avait pas eu l'IRM, beaucoup de choses ne pourraient pas advenir aujourd'hui, comme Neuralink d'Elon Musk, par exemple. Les avancées en informatique, les nanotechnologies qui vont permettre en fait, d'aller beaucoup plus loin dans ce que l'on fait, les puissances de calcul extrêmement importantes, les nanotechnologies, je l'ai dit, et l'émergence des algorithmes complexes. Les algorithmes complexes, c'est tout ce qui va donner ensuite l'intelligence artificielle, qui n'est rien d'autre qu'un algorithme de calcul qui calcule soit des chiffres, soit du langage. Voilà donc un peu l'histoire qui nous amène en fait à ce courant transhumanisme. Alors, il faut comprendre aujourd'hui quel est ce courant et qu'est-ce qu'il représente. Et l'objectif du transhumanisme, il est une quête radicale de la transformation humaine, une quête radicale de l'évolution humaine, au point que cette transformation va jusqu'à l'idée de transcender l'humain et de créer des transhumains, c'est-à-dire de passer, de faire un saut d'espèce. Ils en parlent comme cela, c'est-à-dire de passer de Homo sapiens à un transhumain, un nouvel humain, un plus qu'humain. On verra que ce n'est pas forcément évident qu'il sera un plus qu'humain, mais transcender l'humain, aller beaucoup plus loin, transcender toutes les limites. Et quelles sont les limites de l'humain? Ce sont des limites biologiques, ce sont des limites existentielles, ce sont des limites cognitives, principalement. Il faut voir que tout cela se passe en parallèle de l'émergence d'un système économique à partir des années 80, l'arrivée de Reagan et Thatcher principalement au pouvoir, et l'école de Chicago qui a amené ça avant au niveau économique, qui est le courant néolibéral. Et le courant néolibéral, il a un fondement particulier qui est de considérer que l'homme n'est pas adapté à la société capitaliste financière moderne. Il n'est pas adapté du tout à la vie dans lequel au monde dans lequel on vit. Et il n'est pas adapté et donc il génère des pertes de productivité. Et que si la productivité baisse, c'est justement à cause de cette maladaptation de l'homme. Cette adaptation et cette idée, vous le retrouvez dans tout le mouvement managérial qui incite sur l'agilité, la nécessité de s'adapter à de nouvelles manières de penser, etc. C'est-à-dire qu'on ne va pas adapter l'outil économique à l'homme et à la manière dont il fonctionne, mais on va adapter l'homme à l'outil économique, aux entreprises, à la manière de fonctionner, au mode de production dans lequel on est. On retrouve ici l'idée du darwinisme social, c'est-à-dire que le transhumanisme est aussi un darwinisme social et on en reparlera tout à l'heure. Il faut comprendre que dans le transhumanisme actuel, il y a deux branches fondamentales. Tous les transhumanistes ne pensent pas la même chose, même si leur but est peut-être légèrement différent, mais va nous amener au même résultat. Vous avez d'un côté des transhumanistes que j'appelle des positivistes optimistes, c'est-à-dire des gens qui considèrent que le transhumanisme, ce n'est juste que l'arrivée à son terme d'un cycle scientifique et d'une nécessité pour l'homme d'évoluer. Et que c'est une bonne chose, et qu'on va pouvoir transcender tout un tas de choses qui aujourd'hui génèrent de la souffrance dans l'humain. La mort, la maladie, la vieillesse, les limites cognitives que l'on peut avoir. Ça, vous le retrouvez en fait chez tous les nababs de la Silicon Valley. Il suffit de voir Alphabet, qui est la société mère de Google, le nombre de milliards d'euros, de dollars qu'ils investissent chaque année dans la médecine, par exemple, dans la génétique, dans des sociétés, dans des startups sur ces sujets-là. Pour comprendre qu'en fait, pour eux, il est absolument nécessaire de faire partie de ce nouveau monde qui est en construction, le monde d'un nouvel humain. La mafia PayPal,
Alors, il y a une personne particulière dans la mafia PayPal, on en reparlera, c'est Elon Musk, mais dans les autres membres de la mafia PayPal, c'est-à-dire tous les cofondateurs de PayPal, vous en avez qui cherchent à créer un cerveau artificiel, qui cherchent à trouver comment transférer leur conscience dans une machine pour pouvoir survivre à leur corps. Vous avez en France un gourou de seconde zone, parce que ses capacités sont quand même assez limitées, mais qui reflète pleinement ce que ces gens-là pensent, c'est Laurent Alexandre, le docteur Laurent Alexandre, ex-fondateur de Doctissimo, et qui aujourd'hui investit, fait fortune grâce à Doctissimo, investit dans toutes ces, dans tout cela, et qui fait des grandes conférences que vous pouvez retrouver sur Internet, où il annonce que l'homme de demain, comme des dieux, deviendra immortel, et que il y a déjà, aujourd'hui, sont déjà nés les gens qui seront immortels. Bon. Car la réalité du capitalisme cognitif, c'est que dans un capitalisme de la connaissance, les gens malins ont plus de pouvoir et de revenus que les gens moins malins. En revanche, vous, dans cette salle, vous allez vivre un âge d'or. Et nous devons créer une société inclusive et trouver le moyen d'éviter qu'il y ait un gigantesque gap. Ce que Harari, dans Homo Deus, appelle des dieux et des inutiles, les dieux, vous, qui maîtrisez, contrôlez, managerez les technologies NBIC, les technologies transhumanistes, et les inutiles, les gens moins favorisés, qui auront du mal dans le monde compliqué dans lequel nous rentrons. Il est probable que parmi les gens qui naissent aujourd'hui, certains vivront 1000 ans. Il faut bien comprendre que nous sommes dans une phase où les progrès biotechnologiques sont absolument extraordinaires. Et quelqu'un qui naît aujourd'hui n'aura que 85 ans en 2100 et va donc profiter de tous les progrès biotechnologiques du siècle. C'est du délire, mais lui est délirant, mais en fait, il ne fait que représenter des gens qui, derrière eux, sont beaucoup plus sérieux et beaucoup plus consistants dans ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, et qui ont une véritable volonté de faire advenir ce que Klaus Schwab et Thierry Malray appellent la 4e révolution industrielle, qui sera justement cette révolution de l'humain. Et puis, il y a des transhumanistes pessimistes. Et dans les transhumanistes pessimistes, je classe Yuval Noah Harari d'un côté et Elon Musk de l'autre. C'est-à-dire que ce sont des gens qui partent d'un présupposé qui n'est pas le même, qui est un présupposé pessimiste, qui est que l'homme va être demain dépassé par ces machines. Et c'est simplement le début. Très rapidement, je pense que nous aurons suffisamment de données et suffisamment de puissance de calcul pour hacker les êtres humains. Vous savez, on discute beaucoup du hackage des ordinateurs, comme les Russes ont hacké les ordinateurs d'Hillary Clinton. Mais ce qui se passe réellement, c'est que nous essayons de hacker les êtres humains. Je pense que le danger que représente l'IA est beaucoup plus grand que le danger que peuvent représenter les ogives nucléaires. Croyez-moi, l'IA est beaucoup plus dangereuse que le nucléaire. J'ai essayé de les convaincre de ralentir l'évolution de l'IA, de la réguler. C'était futile. J'ai essayé pendant des années. Dépassé par ce qu'il est capable de produire, dépassé notamment par l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle, nous sommes, selon eux, au seuil du fait qu'elle devienne consciente d'elle-même et beaucoup trop intelligente pour qu'on puisse la contrôler. Ça peut être mis en question, hein, bien sûr. Et que, donc, pour pouvoir éviter de perdre le contrôle de nos outils, de perdre le contrôle de nos machines, eh bien, il va falloir faire ce saut quantique de passer dans le transhumanisme. Et donc, c'est l'ouvrage de Harari qui s'appelle Homo Deus, où il explique tout cela, avec beaucoup de réserves, hein, parce que je ne suis pas sûr que ce n'est pas un transhumaniste BA, ce n'est pas quelqu'un qui voit les choses de manière très optimiste, mais qui pense malgré tout qu'il n'y a pas d'autre alternative, quelque part, et qu'on y va. Et qu'il n'y a pas de possibilité de construire autre chose. Et Elon Musk, à peu près le même positionnement, mais qui lui a la capacité financière et technologique de faire advenir ce qu'il faut faire advenir. Et on a appris il y a quelques semaines
que le premier implant Neuralink visant à améliorer l'interface homme-machine dans un premier temps et éventuellement les capacités cognitives de l'homme dans un deuxième temps avait été greffé sur un premier humain. Voilà. Donc on en est là aujourd'hui, hein, il faut le savoir. Donc, ils sont différents dans leur approche et dans la raison pour laquelle ils sont transhumanistes, mais ils sont transhumanistes et ils nous amènent vers la même chose. Musk et Harari se foutent un peu de tout ce qui est vaincre la mort, la maladie, etc. C'est pas leur problème, en tout cas très moyennement. Mais ils nous amènent à la même chose, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'il va falloir créer un homme nouveau. Donc on revient à cette idée-là, un transhumain, un surhumain, un plus qu'humain, qui ait des capacités beaucoup plus fortes. Le transhumain sera certainement un moins qu'humain, et non pas un surhumain. Si on prend une manière de voir les choses nietzschéenne un peu. Et c'est là-dessus qu'il se trompe aussi, même s'il ne se trompe pas forcément, parce que ça se trouve, ça fait partie de leur plan. Il y a une question qui est très importante sur la mortalité et la place de notre mortalité. Ce qui fait notre humanité, c'est notre mortalité. C'est le fait que nous soyons des mortels. Et c'est le fait que nous soyons conscients d'être des mortels. C'est ça, le fondement de notre humanité. Et que nous en tirions une capacité, c'est avec ça que nous vivons notre conscience de la mortalité, c'est d'être des êtres métaphysiques. Nous sommes le seul animal métaphysique, c'est-à-dire qu'il y a une recherche, un questionnement sur l'au-delà de lui-même. Si nous perdions notre mortalité, si nous devenions non pas immortels, mais amortels, qu'est-ce qui ne meurt pas? Qu'est-ce qui ne meurt jamais? C'est les objets. Les objets ne meurent pas. Ils sont impermanents, mais ils ne meurent pas. Il n'y a pas de mort de l'objet. Il y a une dégénérescence progressive, mais pas de mort en tant que telle d'un objet. Que en perdant notre mortalité, en fait, nous nous ouvrons à une chose qui est notre réification totale. Nous devenons des objets comme les autres. Nous perdons notre spécificité. Donc, si l'homme en arrivait à abolir la mort, ben, il n'abolirait pas la mort, il abolirait son humanité. Et ça, c'est quelque chose que peu de gens, en fait, comprennent réellement. C'est-à-dire qu'on a un fantasme de se dire, ouais, la mort, c'est pas agréable, surtout quand on est dans une société matérialiste et qui n'a pas de visée, mais qui n'a plus ni de spiritualité, ni de visée métaphysique, ni de réflexion là-dessus. La mort, ça devient un inconvénient. Donc, si on pouvait supprimer cet inconvénient comme on en a supprimé d'autres, eh bien, ce serait très agréable. Mais en réalité, en faisant cela, et c'est ça la profondeur du problème, c'est que nous nous abolissons nous-mêmes. Nous n'abolissons pas la mort, nous nous abolissons nous-mêmes en devenant des objets, en devenant des moins qu'humains. Et ça, c'est quelque chose de fondamental qui est très peu expliqué en réalité. Alors, une fois, j'ai entendu Jacques Attali en parler, comme quoi il n'y a pas que des trucs bizarres chez Jacques Attali, mais qui disait effectivement, on va vers la réification totale des choses. Dans un élan de lucidité, il le disait, et c'est très vrai. Donc, nous deviendrions alors non pas des dieux, mais des machines. Et de là vient une réflexion et un questionnement que moi je me pose, et auquel je n'ai pas la réponse. Enfin, j'ai des suppositions, mais pas de réponse claire. Mais est-ce que ce n'est pas au bout du compte l'objectif réel? C'est-à-dire de nous vendre la réification de l'homme jusqu'à son dernier stade, caché, enrobé dans un package qui serait plus sexy, plus vendable, qui serait l'abolition de la maladie, l'abolition de la mort, etc.
Il est aussi important de savoir, et je veux rajouter cela, que un autre courant, et pas tout à fait transhumaniste, ou qui ne le dit pas, existe, c'est le courant de Davos, qui lui vise à ce qu'ils appellent donc cette 4e révolution industrielle, qui est la fusion du biologique et du digital. Au bout de ça, on parle de puces qu'on pourra s'implanter. Ce sera quand ça? Certainement dans les 10 années à venir. Et d'abord, on va les implanter dans nos vêtements, c'est-à-dire wearables, comme on le dit. Et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans nos topos. Et à la fin, peut-être il y a une communication directe entre notre cerveau et le monde digital. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. Klaus Schwab l'annonce texto comme cela. Ils disent pas exactement ce que c'est, comment on va fusionner les choses, mais c'est ce vers quoi ils vont. Et que dedans, il y a une forte dimension de contrôle social. C'est-à-dire que c'est pas forcément le contrôle social à la chinoise tel qu'on l'entend, mais par d'autres biais, qui seront peut-être davantage des biais de récompense que des biais de punition, mais qui sont des choses, en fait, auxquelles ils pensent et certainement qu'ils désirent. Donc, ils ne vont pas jusqu'à la réflexion de la manière d'y arriver techniquement, mais eux, ils pensent la partie plus politique, plus généraliste, plus grandeur vue, plus sociale de ces impacts-là. Voilà où on en est aujourd'hui. Typiquement, ce qui est dit, c'est que d'ici une dizaine d'années, même pas, il est possible que l'on voit émerger une intelligence artificielle vraiment à un niveau très élevé, avec toutes les réserves, on en reparlera, qu'on peut avoir dessus, on en reparlera quand je vais parler du bioconservatisme, et aussi des thérapies géniques, et d'ailleurs, il ne suffit pas de dire qu'elles vont déjà arriver, elles sont déjà arrivées. Les fameuses injections à ARN messager étaient considérées avant 2020 comme de la thérapie génique et non pas comme des injections à visée immunitaire, pour ne pas dire le mot que vous comprenez tous. Voilà, donc en fait, tout cela est en train d'arriver et déjà à notre porte. Ce n'est plus de la science-fiction. Terminator, etc., ce n'est plus de la science-fiction. Robocop, ce n'est plus de la science-fiction. Les choses sont là. Elles sont à notre porte. Alors, il y a le pendant, et heureusement, il y a en face un autre mouvement qui existe, qui est le mouvement dit bioconservateur. Le mouvement bioconservateur remonte à peu près au même moment, c'est-à-dire aux origines de la révolution industrielle. Et il s'est positionné dès le départ de manière beaucoup plus fractionnaire, beaucoup plus diffuse. C'est une agglomération de mouvements très diffus dans la critique de la révolution industrielle et dans la critique de la technique et de la technologie. Alors, on peut citer des grands noms. Jean-Jacques Rousseau, le premier, certainement. Le mouvement des Luddites anglais. Qu'est-ce que c'était que les mouvements des Luddites anglais? C'est quand c'est un mouvement c'était des ouvriers qui cassaient les machines quand ils avaient l'impression que les machines commençaient, c'était notamment les métiers à tisser, commençaient à être trop puissantes et les asservissaient à la machine. Voilà, donc ce premier mouvement, c'est le moment du sabot. Comment il faisait? Il le faisait avec un sabot qu'il mettait dans les métiers à tisser, ce qui cassait le métier à tisser. C'est de là que vient le mot sabotage, d'ailleurs. C'est eux qui ont créé le sabotage. Des figures comme Francis Fukuyama aujourd'hui, Pierre Rabhi certainement de manière récente, Ivan Illich dans les années 60-70 qui a eu une réflexion très profonde sur la place de la technique. Et donc je vais le rapprocher de Jacques Ellul, Ivan Illich qui ont vraiment une réflexion très profonde sur la place de la technologie et de la technique et sur la manière dont on garde le contrôle. Ce sont des technosceptiques très importants. Et puis, on retrouve dans les critiques de la société industrielle le fameux Ted Kaczynski, Una Bomber, qui a écrit un livre là-dessus, qui s'appelle Les limites de la société industrielle, je ne sais plus le titre exact, Danger et limites de la société industrielle,
qui est son manifeste. Et en fait, il avait fait ses attentats pour qu'on publie son manifeste. Et son manifeste a été republié. Si on le lit aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit qu'il avait compris beaucoup de choses. Malheureusement, son histoire avec MKUltra quand il était jeune avait perturbé son esprit. Je mettrai aussi dans ce mouvement, tout le mouvement permaculturel, tout le mouvement écologiste, d'avant l'écologie politique telle qu'on l'entend aujourd'hui, le mouvement de la décroissance, Serge Latouche, le mouvement de l'Ansa del Vasto, du gandhisme, etc. En fait, eux, ils sont opposés à toute idée d'une amélioration, que les améliorations techniques ou biologiques apportent un bien et apportent un mieux. Toute intervention, quelle qu'elle soit, toute création d'un artefact ou d'une technique, quelle qu'elle soit, a autant, voire plus, d'inconvénients que de bénéfices. Et ça, c'est la base, en fait. C'est de considérer que tout outil, il y a déjà considéré que tout outil change la perception du monde qu'a l'homme du monde. Et qu'il y a un basculement quand l'outil, qui est une extension de la capacité humaine, devient une machine, qui au contraire remplace l'homme. Et que ce remplacement génère beaucoup de problèmes. Et donc ça, c'est la base, la considération que, en fait, on ne peut pas considérer qu'il y a des améliorations absolues et qui n'ont que des bienfaits. Il y a toujours à considérer une balance entre, d'un côté, des améliorations certaines, mais aussi tous les inconvénients que cela génère. Par exemple, l'idée en réalité que la machine qui devait être faite pour libérer l'homme du travail, en fait, finit par l'asservir. Il suffit de voir aujourd'hui les machines, au revoir Charlie Chaplin, les temps modernes, pour voir qu'en réalité, le changement du mode de travail fait qu'au lieu d'être un artisan qui maîtrise son sujet et qui maîtrise ses outils, eh bien, en fait, la machine maîtrise l'homme qui l'a fait fonctionner. Vous vous souvenez des Google Glass en 2012-2013, qui visaient à instaurer un rapport de réalité augmentée à l'égard de notre environnement et de nous donner des informations sur un œil, la dimension futuriste de ces lunettes, l'aspect, le design futuriste et tout ce que ça supposait en termes de pénétration des comportements a fait que ça a suscité à l'époque des formes très marquées d'inquiétude. Et les personnes ont commencé à dire « nous n'irons pas dans ça ». Et qu'a fait Google ? Ils ont reculé. Il faut dire en société, non pas on va les encadrer, non pas on va mettre un peu de, vous savez, comme le sel sur la salade, un peu de soupçon éthique. Non, il s'agit de dire on n'en veut pas. Alors il y a deux axes dans le bioconservatisme, même si c'est un mouvement très épars et que quelque part c'est une fabrication d'un mouvement qui n'existe pas vraiment, mais dans lequel malgré tout il y a des grandes considérations qui permettent de regrouper ces personnes-là. Les deux axes, c'est l'axe de la bioéthique, qui est quelque chose qui a disparu aujourd'hui. Si vous pensez au grand débat bioéthique qu'il y avait dans les années 90 en France, qui avait interdit le clonage humain, qui avait empêché un certain nombre de choses, qui avait mis des limites. Et le dernier débat bioéthique de 2021 ou 2022, je ne sais plus, où on est arrivé à dire GPA oui, PMA oui, clonage humain, pourquoi pas, et chimère, homme-animal, bah oui, c'est possible. On voit qu'il y a eu quand même quelque chose qui est de l'ordre de la destruction en fait de tout mouvement bioéthique. Le 21 janvier, le projet de loi bioéthique arrive en discussion au Sénat. L'article 17 autoriserait la création de chimères animal-homme. Il a déjà été voté en première lecture à l'Assemblée nationale. Une chimère, qu'est-ce que c'est ? C'est une créature formée de cellules humaines et de cellules animales. Le nom chimère vient de la mythologie antique. Si la loi était votée, que se passerait-il ? Les cellules humaines seraient greffées sur des embryons d'animaux qui seraient réimplantés et se développeraient jusqu'à leur naissance. Dans quel but ? L'idée est que des animaux fabriquent des organes humains pour compenser le manque d'organes disponibles pour les greffes humaines. En injectant des cellules humaines à un embryon de porc, celui-ci pourrait développer un pancréas ou un cœur humain après la naissance. Est-ce vraiment possible ? D'après la recherche menée aux USA, un embryon de porc combiné avec des cellules humaines est aujourd'hui viable jusqu'à 4 semaines de gestation. Et demain ? Quels sont les risques ? Créer une conscience humaine chez l'animal et brouiller la frontière entre les espèces. Il suffirait que des cellules humaines migrent vers le cerveau de l'animal.
transmettre des maladies animales à l'homme. Plusieurs institutions ont déjà tiré la sonnette d'alarme sur les questions éthiques posées par de telles transgressions. Donc le premier axe bioconservateur, c'est la bioéthique. C'est-à-dire que pour eux, il faut préserver le patrimoine génétique de manière absolue. Il doit être préservé de toute velléité de le transformer de manière artificielle et surtout, et également, le préserver de tous les appétits industriels et financiers qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'on ne fait pas, en réalité, on reviendra sur l'aspect économique tout à l'heure, de transhumanisme et de la manipulation génétique uniquement pour faire des hommes qui soient mieux et de manière altruiste. C'est pas vrai. C'est une volonté économique. Et il est conservateur dans le sens qu'il prêche le retour à des structures humaines traditionnelles, organiques et culturelles. C'est-à-dire que toute considération de gouvernance, c'est là qu'on revient à la cybernétique, de contrôle humain dans des structures, dans des hyperstructures, des superstructures importantes, en fait, il considère que cela est extrêmement dangereux et qu'il faut y mettre des limites, voire même les empêcher. Il faut revenir, et c'est l'idée que l'on retrouve dans Ivan Illich, à des sociétés de convivialité. Et les sociétés de convivialité, ce ne sont pas des sociétés où une minorité contrôle une majorité, quelles que soient les raisons pour lesquelles il y a ce contrôle. Il y a aussi le principe dans le bioconservatisme qui va sous-tendre en fait leur opposition au transhumanisme, qui est qu'ils accusent les transhumanistes de sous-estimer totalement la complexité du vivant. Le vivant est beaucoup plus complexe que la vision mécaniste et algorithmique, c'est-à-dire qu'on pourrait considérer qu'il y a des lois mathématiques qui régissent tout. Donc, il le réfute totalement. L'humain et la nature, ce sont des choses complexes. Le biologique est complexe. Et donc, dans cette sous-estimation qu'ils ont de la complexité du vivant, va générer tous les problèmes qui vont venir. C'est-à-dire que l'intelligence humaine ne peut pas être limitée à une considération d'intelligence computationnelle algorithmique, c'est pas vrai. Et l'intelligence est beaucoup plus complexe. Il y a une intelligence immédiate, il y a une intelligence intuitive, il y a une intelligence sensorielle, il y a plusieurs niveaux d'intelligence. Et cela est complètement mis de côté par les transhumanistes, qui considèrent qu'ils peuvent réduire l'intelligence à des suites de 0 et de 1 et à en fait des calculs et des algorithmes. Et le deuxième aspect qui est la complexité de la génétique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on dit qu'on a été capable de décrypter, de séquencer l'ADN humain, ce n'est pas vrai. C'est vrai pour seulement ce qu'on appelle le tronc génétique, mais en réalité, il y a des gènes qui sont non codants, qui sont considérés comme tels non codants et dont on ne comprend pas leur utilité. Or, si on considère l'intelligence du vivant, le vivant est certes foisonnant, mais il sait aussi être extrêmement efficace. Un gène non codant n'a pas d'utilité s'il est réellement non codant. Donc en réalité, il est codant, mais il est codant de quelque chose qu'on ne comprend pas encore. Or, 85% de l'ADN n'est pas compris. Donc ça veut dire que quand on va aller faire une manipulation génétique, on ne sait pas quelles vont être les réelles implications que cela va avoir. Et on ne sait pas réellement ce que cela va donner comme effet secondaire. Est-ce que ça va générer un mieux, une dégénérescence, des problèmes, etc. Donc, aller penser que l'on soit capable demain d'aller changer des gènes chez l'homme, d'aller en supprimer, d'aller changer des codes, etc., est une illusion complète. Et on en est loin. Et surtout, il y a quelque part quelque chose qu'on a découvert dès le premier clonage de la brebis Dolly, qui est qu'il y a une forme de protection, de barrière du vivant qui est extrêmement dure à aller percer. Puisque la brebis Dolly
a eu une durée de vie extrêmement courte, une espérance de vie extrêmement courte, et qu'elle a eu un certain nombre de problèmes de santé. Incompréhensible en réalité, ou difficilement compréhensible, sauf à se dire que la copie était altérée par rapport au génome de base qui avait été copié. Donc, qu'est-ce que ça va générer demain, hein? On est là dans quelque chose qui est proche de Frankenstein, hein. À force de vouloir créer une machine humaine, qu'est-ce qu'on va créer comme monstre? Et ça, c'est totalement sous-estimé par les transhumanistes, qui considèrent que il y a quelque chose, la technologie, finalement, on avancera toujours et qu'on résoudra y compris ces problèmes-là. Mais quelles sont les conséquences, en fait, que cela peut avoir? Une prolifération génétique peut arriver très rapidement et on peut avoir détruit l'humanité avant d'avoir résolu le problème qu'on aura créé. Ça, c'est un point qui est très important et les bioconservateurs appuient régulièrement là-dessus. La dernière critique du bioconservatisme envers le transhumanisme, c'est la critique du technosolutionnisme. Technosolutionnisme, c'est la considération que la technologie va résoudre tous les problèmes. C'est-à-dire qu'un problème, une solution technologique. Et aujourd'hui, il suffit de voir la manière dont nous sommes gouvernés politiquement ou économiquement pour comprendre que c'est la manière dont pensent les élites. C'est-à-dire que, ma foi, il y aura toujours une solution technologique à un problème. Eh bien ça, c'est faux, puisqu'en réalité, on sait très bien que la technique et la technologie apportent, et on revient à ce qu'on disait au début, autant d'inconvénients que d'avantages. Donc vous allez créer une solution qui va générer d'autres problèmes. Et c'est un problème sans fin. Pardon, pour revenir à l'idée des présupposés dont je parlais, c'est le présupposé qu'il serait possible, à un moment donné, d'abolir la souffrance humaine. Et ça c'est une illusion totale. C'est-à-dire que si on regarde l'histoire humaine, en fait, à chaque fois, on a eu des avancées techniques, politiques, sociales, philosophiques et autres, qui prétendaient pouvoir amener en fait la solution à la souffrance humaine. Et puis en fait, on a créé d'autres problèmes. La dernière en date, ça a été de croire que la société industrielle, la société de consommation, générerait du bonheur à l'infini. Et puis, bon, de quoi on s'aperçoit aujourd'hui? C'est que les sociétés occidentales les plus consuméristes, les plus productivistes, sont les sociétés où il y a plus de mal de vivre. Le mal de vivre en société moderne est au moins, si ce n'est plus, important que le mal de vivre dans les sociétés traditionnelles. Donc, en réalité, ça, c'est une illusion complète. Et c'est un des présupposés du transhumanisme, de dire, si nous étions capables d'améliorer l'homme, y compris dans son inconscient et dans son fonctionnement cognitif le plus profond, eh bien, peut-être que nous serions capables d'abolir la souffrance. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui est fascinant. C'est que beaucoup de tenants du transhumanisme se disent bouddhistes ou influencés par le bouddhisme et sont persuadés qu'ils aboliront dukkha grâce à la technique, grâce à leur technique. C'est des mauvais bouddhistes, ils n'ont rien compris. Mais n'empêche que c'est leur vision. Et ils le vendent ainsi, c'est-à-dire que vraiment, c'est de dire, mais pourquoi vous n'êtes pas transhumaniste? On va résoudre tous vos problèmes. Et là, les bioconservateurs disent, non, vous ne le refaites pas. Vous nous avez dit, au 19e siècle, que l'industrialisation et la société industrielle libéraient l'homme du labeur des champs, du labeur pour construire, etc. Et en fait, vous avez asservi l'homme encore plus, puisque ça a créé un prolétariat dont la condition est certainement pire que le labeur paysan pré-industriel. Donc, voilà, c'est aussi quelque chose qui est important, c'est aussi de comprendre que
ça n'est pas par l'intervention humaine et ça n'est pas par la création d'un énième fonctionnement politique, d'une énième technologie, d'une énième manière de voir les choses au niveau social, politique, etc., qu'on va résoudre le problème de la souffrance humaine. Et je profite que ce soir, nous soyons tous plus ou moins rattachés à la tradition du Bouddha, pour dire la seule manière de transcender la souffrance humaine, dukkha, c'est l'éveil. Il n'y en a pas d'autre. Et l'éveil ne peut pas venir par la technologie. L'éveil, c'est métaphysique, c'est transcendantal, c'est inconditionné. Et donc, ça ne peut pas émerger de conditions technologiques, sociales, environnementales ou autres. Donc, ces critiques-là sont données par tous les penseurs du mouvement bioconservateur. Le problème, en fait, c'est que ce mouvement bioconservateur est un mouvement extrêmement disparate et qui n'est pas aussi bien organisé que le mouvement transhumaniste. Et d'ailleurs, la plupart, si ce n'est pas 90% des penseurs de ce mouvement, ne se considèrent pas comme bioconservateurs. C'est un peu artificiellement qu'on peut les ranger dans ce mouvement-là. Il n'y a pas de mouvement structuré. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est problématique. Alors, je vais en venir au cœur de mon sujet, maintenant que j'ai expliqué ces deux mouvements, expliquer en fait, ça c'est une vision tout à fait personnelle que je veux vous présenter, même si elle a déjà été évoquée par d'autres, mais une vision qui m'est venue récemment quand j'ai vu apparaître dans un temple bouddhiste zen japonais un robot bodhisattva. Donc c'est un robot, et les Japonais sont les maîtres dans l'art de la robotique, qui a pour objectif de remplacer. Il y avait dans les temples zen, dans le zen japonais, il y a une crise humaine, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à recruter de moines, de nouveaux moines et de nouveaux officiants. Et donc, pour résoudre ça, ils sont dit, on va mettre un robot, et puis il fera les souhaits pour les gens, et puis il récitera les sutras à la place des moines, puisqu'il n'y a plus de moines. Et puis ils sont allés plus loin, en fait, parce qu'ils ont fait un robot bodhisattva. Et il faut comprendre ce qu'un bodhisattva dans la vision bouddhique. Un bodhisattva, c'est l'échelon juste en dessous du Bouddha. C'est-à-dire que c'est un être réalisé, éminemment respectable et vénérable. Et on a des vénérations pour ces hommes, pour ces bodhisattvas. Il y a des pratiques liées au bodhisattva. Donc ça veut dire qu'un robot est divinisé d'une certaine manière. Alors, ils sont en train de se mettre à la marge du mouvement bouddhiste, parce qu'il n'y a pas de et le mouvement bouddhiste, le bouddhisme n'est pas théiste. Mais ça m'a amené à une réflexion qui était que ce qu'on va voir à venir, peut-être dans les années à venir, c'est un grand clivage et un grand schisme entre deux sociétés et deux visions du monde qui vont se retrouver en opposition frontale et qui vont créer, en fait, une société à deux vitesses, une société schismatique, une société de deux extrêmes et une société de la séparation. Et on pourrait bien se retrouver dans un système proche de la société des castes. C'est-à-dire que d'un côté, vous aurez les transhumanistes et de l'autre côté, vous aurez les bioconservateurs. D'un côté, vous aurez ceux qui auront accepté, voulu, volens nolens, qui auront accepté d'être augmentés, de devenir des transhumains, et de l'autre, vous aurez ceux qui, soit parce qu'ils n'en ont pas les moyens, et on verra que c'est un des clivages qui est le clivage économique, soit parce qu'ils ne veulent pas, se retrouveront dans une autre société bioconservatrice. Pourquoi je parle d'un système de caste? C'est parce que
en réalité, ça va ressembler à ça. C'est-à-dire que vous allez avoir deux humanités qui vont vivre ensemble sur les mêmes territoires, qui vont vivre sur un même territoire sans vivre ensemble. Et ceux qui auront, si jamais les transhumanistes avaient aussi le pouvoir politique, ceux qui refuseront de rentrer dans ce mouvement-là seront traités comme des hors-castes, certainement, des hors-sociétés. Et il est important de le considérer ainsi. Et je pense que ce clivage transhumanisme, bioconservatisme, va profondément marquer toute la société. Les religions vont probablement connaître des schismes autour de cet axe-là. Parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a des bouddhistes qui sont pour le transhumanisme et des bouddhistes qui sont contre. Des bouddhistes qui sont en train de réfléchir à se dire si jamais une machine était capable d'avoir une conscience, est-ce qu'on devrait la considérer comme un être sensible et donc l'ajouter dans notre considération de tous les êtres sensibles qui est centrale dans la perspective de la compassion bouddhiste. Certains disent oui, bien sûr, et d'autres disent non. Ça, c'est l'émergence possible demain, dans les années à venir, d'un schisme. On voit des personnes qui considèrent que les religions du livre devraient être réécrites, et devraient être réécrites pour en expurger tout ce qu'il y a de raciste, de suranné, de sexiste, de machiste, de paternaliste, etc., dans le livre, dans les livres de ces religions-là. Et pourquoi pas de le réécrire par une intelligence artificielle, ce qui permettrait en fait, il n'y ait aucun biais humain dans cette écriture. AI can create new ideas, can even write a new Bible. Throughout history, religions dreamt about having a book written by a superhuman intelligence, by a non-human entity. Mais le problème, c'est que les livres, Bible, le Coran, etc., c'est de la parole divine directe. Donc si cette parole vient non plus de Dieu directement, mais de l'IA, ça veut dire que c'est l'IA qui remplace Dieu. Vous voyez ce que ça peut donner? On voit qu'au niveau politique, les mouvements politiques, qu'ils soient conservateurs, qu'ils soient socialistes, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient progressistes, peu importe, sont aussi traversés par ce schisme potentiel. Et donc, il y aura des gens progressistes qui considéreront que le progrès, c'est d'aller vers le transhumanisme, et des gens progressistes qui diront non, on est humaniste. Et puis, il y aura la même chose au niveau conservateur. Et puis, il y a le dernier schisme, qui est le schisme économique, c'est-à-dire qu'en réalité, rappelez-vous, mais les transhumanistes ne sont rien d'autre que des darwinistes sociaux, c'est-à-dire qu'ils considèrent que une bonne manière d'éliminer les inutiles, ceux qui n'ont pas les capacités, ceux qui deviendront demain les inutiles, comme dirait Harari, c'est que ce ne soit pas disponible si vous n'avez pas les moyens que ce soit disponible pour vous. Donc il y a les gens qui auront les moyens de s'augmenter et les gens qui n'auront pas les moyens de s'augmenter. Et ce schisme social sera presque le pire finalement. Parce que derrière, il y aura pauvreté, etc. Donc il faut bien comprendre et ce à quoi on est, vers quoi on va. Et il est possible que dans 100 ans, 200 ans, on se retrouve dans une société un peu comme dans H.G. Wells, La machine à remonter le temps, ou à explorer le temps, les Héloïses d'un côté et les Morlocks de l'autre. So we bred ourselves into castes, some to be our eyes and ears, some to be our muscles and sinews. Oh, you mean you're hunters? Yes. Bred to be predators, but bred also to be controlled, you see. Et ça, peu de gens vous en parlent. Peu de gens vous disent en fait que l'on est à l'aube de cela, à l'aube de ce grand malentendu, qu'il y a une montée aux extrêmes des deux côtés, et que cette montée aux extrêmes, plus du côté transhumaniste que l'autre, parce que l'autre n'est pas encore conscient d'exister, l'autre mouvement bioconservateur, mais il y aura cette montée aux extrêmes, et elle va créer une confrontation. Cette confrontation
Est-ce qu'il y aura une guerre? J'en sais rien. Est-ce qu'il y aura des affrontements autres que politiques, autres que économiques? Il y aura des affrontements armés ou autres? On n'en sait rien. De la même manière, toute la géopolitique actuelle, en fait, c'est de l'écume sur des mouvements plus profonds, parce qu'il n'y a pas d'un côté des pays qui seraient plutôt tenants du transhumanisme, mais de l'autre des pays qui seraient plus conservateurs. C'est pas vrai, même dans la Russie très conservatrice, on investit énormément dans l'intelligence artificielle, dans les thérapies géniques, etc. Et ils ne veulent pas être distancés par les autres. Et donc on trouve là aussi, en fait, il y aura aussi ces schismes-là dans ces sociétés-là. Donc il n'y a pas non plus de géopolitique, en fait, de ce schisme-là. Donc ça va être une nouvelle fracture dans le dos, en fait, de toutes les fractures qui existent déjà. Et pas d'un côté les Occidentaux qui veulent aller vers cela, et de l'autre des pays plus conservateurs qui ne veulent pas. Ça, c'est pas vrai. C'est pas la réalité. La Chine est très en avance sur tout ce mouvement transhumaniste aussi. Alors, on est à la croisée des chemins parce que aujourd'hui, depuis 2020, eh bien, on a vu l'émergence de l'ARN messager et thérapies géniques à grande échelle. Certes, ne disent pas leur nom, mais qui en sont en réalité. Neuralink, je vous en ai parlé, premier implant humain, donc la première interface homme-machine interne. ChatGPT-5 qui va sortir dans quelques semaines. On ne sait pas ce que ça va. ChatGPT 4, 3,5 et 4 sont déjà extrêmement puissants. ChatGPT 5, qu'est-ce que ça va devenir? Ce qui est important, et que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que en fait, on est face à une course de vitesse. Et que tant qu'on n'est pas conscient d'être dans cette course de vitesse, eh ben, on est en train de la perdre. C'est comme la lutte qu'on trouvait dans la Rome antique entre les Horaces et les Curiaces. Et donc, les Curiaces faisaient en sorte de se mouvoir très très vite pour que en fait, les Horaces soient jamais capables et toujours un coup de retard. Et donc, c'est une stratégie en fait, c'est que ils ont plusieurs coups d'avance sur nous. Et donc, quand vous êtes en train de réagir à un coup, hop, il y en a un deuxième qui arrive et qui vous largue en fait complètement. Donc, on est à peine en train de sortir de la crise sanitaire qui a révélé un certain nombre de choses, qu'on est déjà en train de penser au coup d'après. Mais nous, enfin, ceux qui ne veulent pas voir advenir le transhumanisme, on est encore très en retard. Donc il y a la nécessité d'une prise de conscience. C'est un des objectifs de la conférence ce soir. Il y a aussi une question fondamentale que peu de gens disent, parce qu'en fait, ça révèle beaucoup le poteau rose, c'est la question de la propriété. La différence entre une science et une technologie, c'est que la science est universelle, là où la propriété dépend de brevets. Et ces brevets, il y a des propriétaires de brevets. C'est-à-dire que demain, votre patrimoine génétique potentiellement appartiendra à 3, 4, 5, 6 personnes. Vos 2 parents sont encore nécessaires, jusqu'au jour où ils ne sont peut-être plus nécessaires, mais pour le moment ils sont encore nécessaires, et puis telle société qui vous a vendu à un moment donné une technologie génique et qui a un brevet sur le gène que vous avez en vous. Si vous avez une puce dans le cerveau qui vous aide à mieux penser, est-ce que cette pensée vous appartient ou est-ce qu'elle appartient à celui qui vous a implanté et qui fait fonctionner cette puce? Il faut comprendre qu'une puce, elle ne fonctionne pas toute seule, elle est rattachée à des systèmes et que ces systèmes d'exploitation appartiennent à des personnes. Donc la question de la propriété de soi et de savoir si on est encore propriétaire de nous-mêmes, ça va au-delà de la souveraineté de soi, ça va au-delà de l'idée de notre indépendance, de notre autonomie. Est-ce que vous posséderez encore ou est-ce que vous serez possédé par les GAFAM, notamment? C'est une question qui n'est jamais posée. Ça, c'est un risque fondamental. C'est-à-dire que demain, vous serez peut-être asservi dès la naissance
à un système d'exploitation. Dans les deux sens du terme, un système d'exploitation sous forme de l'exploitation humaine et un système d'exploitation sous forme informatique. Et il sera peut-être extrêmement difficile de sortir de ces systèmes d'exploitation. Comment on va faire pour en sortir? Aujourd'hui, regardez la difficulté que vous pouvez avoir si vous avez un smartphone, à vouloir sortir du système Google. C'est quasiment impossible, tellement le truc est verrouillé. Imaginez que demain, Google gère aussi votre naissance, vos gènes, votre éducation, la manière dont vous allez manger, etc. Vu la difficulté déjà de sortir d'un système comme Google, Android, etc., comment on va en sortir demain quand ça ira jusqu'à l'intime de nous-mêmes? Donc, tout cela, ce sont des questions fondamentales et qu'il est important de se poser et dont il est important de se rendre compte. Et je pense que c'est déjà une prise de conscience de ce vers quoi nous allons, volens nolens, parce qu'en fait, on ne décide pas. Hein. Aujourd'hui, nous sommes sous le règne, la politique est devenue annexe. Les décideurs politiques n'ont plus leur mot à dire. Si une grande entreprise transnationale décide de passer à transhumanisme, les États, même les plus grandes puissances, auront extrêmement de mal à s'y opposer. Donc tout cela, ce sont des considérations fondamentales et qui malheureusement ne sont pas assez mises en avant. Je veux donner quand même une forme de message d'espoir, qui est que je crois que l'utopie transhumaniste, la dystopie transhumaniste, mais utopie et dystopie, c'est qu'une question de degré. Les dystopies sont souvent des utopies qui se renversent à un moment donné parce qu'elles n'arrivent pas à devenir. Dystopie communiste vient d'une utopie. Il est aussi probable que, en réalité, tout cela soit invalidé rapidement par des limites dont ils n'ont même pas conscience. C'est-à-dire que faire marcher cette société ultra-technologique nécessitera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de ressources énergétiques. Il faudra faire travailler des machines et davantage de machines encore, des batteries, avoir le système électrique qui fonctionne, le système électronique, etc. Quand vous transformez, ne serait-ce que déjà un vélo mécanique par un vélo électrique, vous voyez la grande différence de la difficulté de l'énergie disponible. Et donc, quelle énergie et quelles ressources vont-ils utiliser alors qu'on est déjà en train de faire face à des limites de ressources qui sont évidentes aujourd'hui pour pouvoir faire fonctionner cela? Le deuxième argument, c'est que en réalité, c'est un délire et que ce délire va être frappé par des limites naturelles, métaphysiques, rapides. Notamment l'invalidation, je pense. Ça peut faire des dégâts avant que ce soit invalidé, malheureusement. Hein, l'invalidation de tout le délire de la transformation génétique. Mais quels monstres vont sortir avant qu'on y arrive? Et puis enfin, je pense qu'il y a un mirage qui est le mirage de l'intelligence artificielle. On n'a pas beaucoup parlé, mais qui est un mirage certain, qui est que ça n'est pas parce que un algorithme est capable de faire des calculs, ce n'est pas parce qu'un algorithme est capable de générer du langage, ce n'est pas parce qu'un algorithme est capable de produire un simulacre de conscience qu'un algorithme est conscient. Et aujourd'hui, on en est bien loin. Et même les IA génératives, même les IA apprenantes les plus avancées sont bien loin de la conscience. Malgré tout, les machines
entre guillemets, parce que nous ne sommes pas des machines. Les machines biologiques sont bien plus avancées que les machines technologiques. Il suffit de penser à toute la complexité microbiotique, macrobiotique, génétique, etc. Et les animaux, les hommes, les plantes, tout le vivant est en fait d'une résilience et d'une efficacité assez exceptionnelle quand on y réfléchit. Si vous pensez à tout ce que vous êtes capable de produire en tant qu'humain, que ce soit au niveau technique, mécanique, productif, ou au niveau mental, de l'imaginaire, etc. Et le peu d'énergie qu'il faut pour arriver à faire ça, c'est vos 3 repas de la journée, c'est assez monumental en termes d'optimisation réelle. Et ça vient d'une intelligence que l'on n'a pas encore percée. Le mystère de la vie reste encore un mystère. Les cyborgs, c'est très bien, on peut faire des films avec des cyborgs. Mais avant qu'on soit capable de créer de toute pièce une cellule humaine ou autre, eh bien, je pense qu'il va y avoir de l'eau qui va couler sous les ponts. Aujourd'hui, on est capable de créer des cellules, mais pas à partir d'objets, à partir de substances inertes, mais à partir de résidus de substances vivantes. Les injections à ARN messager sont produites à partir de matériel animal ou humain préexistant. Ne sont pas produites à partir de matériaux inertes, minéraux, organiques ou autres. Non. À partir d'atomes ou quoi que ce soit. Non, on n'est pas capable de le faire. On est obligé de prendre du matériel qui a déjà en soi la vie pour éventuellement ensuite le changer, le reprogrammer, mais on n'est pas capable de créer la vie. Donc, on peut dire à Laurent Alexandre, on n'est pas encore Homo Deus, même si lui, il le pense. Harari, il utilise ce mot dans son livre, mais il ne croit pas que nous sommes des Homo Deus. C'est plus intelligent que Laurent Alexandre. Mais Laurent Alexandre, lui, croit qu'on va devenir des dieux. Je pense qu'être capable de créer la vie, on n'y est pas encore, et on y est très loin. Donc, il y a de l'optimisme à avoir malgré tout, de cet ordre-là, d'un ordre ontologique, d'un ordre métaphysique, c'est-à-dire que la vie reste un mystère qui n'est pas encore été percé. Et puis, moi, j'ai un optimisme humain qui est que si vous interrogez l'homme de la rue, si vous interrogez la common decency humaine populaire, on va vite s'apercevoir qu'il n'y a quasiment personne qui veut vivre dans ce monde-là, c'est pas vrai. Personne ne veut vivre dans la société de Klaus Schwab ou d'Elon Musk. Donc, ce n'est pas désirable. Et si ce n'est pas désirable, par la masse, ça va être extrêmement difficile malgré tout à nous le faire accepter. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des luttes, et je pense qu'il est important de s'y préparer. Mais il ne faut pas non plus se dire, voilà, on a tout perdu et il est déjà trop tard. Ce n'est pas vrai non plus. Voilà. Mais il est important d'en prendre conscience, de savoir à quelle croisée des chemins nous sommes, de savoir, nous en tout cas, et chacun à son niveau peut prendre des décisions très simples, de quel côté de la balance je veux être, et quelle société je veux voir advenir, et comment je me mets dès aujourd'hui ma vie en adéquation avec la société que je veux voir advenir. Voilà. Et on peut tous le faire. On peut tous choisir, à chacun à son niveau, de décider de manger autrement, de décider de vivre dans d'autres environnements, de décider d'utiliser moins les technologies. Il y a tout un mouvement extrêmement intéressant qui est le mouvement du low-tech, de revenir à des technologies basiques, à des techniques basiques, et qui
qui peuvent nous apporter également beaucoup, sans être obligés d'aller dans tout le délire technologique. Donc le mouvement low-tech, par exemple, est très intéressant. Le mouvement des nouveaux habitats, le mouvement de la permaculture, etc., qui est très intéressant. Et donc, de se dire, chacun à son niveau, il y a plusieurs manières dont on peut changer une société. Il y a le droit de vote, c'est très limité. Je pense que malheureusement, la politique n'est plus effective aujourd'hui. Et puis, il y a comment on consomme. Là, avec notre carte bleue ou des espèces sonnantes et trébuchantes, on peut décider d'orienter d'une certaine manière la vie. Et puis, il y a toute notre hygiène de vie, toute la manière, toute la philosophie de vie que nous voulons avoir. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que le système qui veut nous faire venir dans ce type de société est beaucoup plus inquiet de l'émergence de sociétés alternatives de ce type-là que de ces pseudo-oppositions politiques, économiques ou autres. Et ça, c'est révélateur, en fait, que la vraie solution, elle est là. La vraie lutte, ça ne sera pas une lutte de confrontation, ce sera une lutte de création d'une alternative réelle et efficace. Et que dans une alternative dans laquelle ils n'auront pas de pouvoir. Ou ils en auront, mais tellement limité que finalement, eh bien, on gardera le minimum nécessaire, vivable, de souveraineté, d'indépendance, d'autonomie, etc.